Alors cette journée s'inscrit dans une période qui est préoccupante, qui est agitée, crise énergétique, interrogation sur le modèle économique, enjeux persistants sur l'accès au logement des plus vulnérables, et une période aussi nouvelle qui s'ouvre avec le lancement d'une nouvelle phase du plan Logement d'abord, et aussi l'arrivée d'un ministre délégué à la ville et au logement. Alors, lors de cette journée des acteurs du logement d'insertion, nous avons donc décidé de prioriser, de nous concentrer sur deux défis. D'une part, les défis liés à la rénovation des logements d'insertion, que ce soit dans le collectif ou dans le diffus, et également les défis liés à l'attractivité des métiers. La crise des prix qu'on connaît aujourd'hui, c'est une bombe à retardement. C'est quelque chose qu'on n'a pas voulu voir pendant 10 ans au niveau européen et face auquel on n'a pas voulu agir. Et justement, derrière, le choc est d'autant plus important. L'autre question que nous, on essaye de porter vis-à-vis des politiques, c'est de dire, en fait, ce qui est le plus gênant aujourd'hui, ce n'est pas tellement la hausse des prix, c'est la volatilité, qui fait que la majorité des acteurs, que ce soit des acteurs du logement, que ce soit des entreprises ou autres, n'arrivent pas à investir. Parce qu'ils n'ont pas la visibilité sur ce que ça donne demain, et qu'aujourd'hui, vu que les prix ont augmenté, ils sont pris à la gorge et ils n'ont pas les moyens d'investir. Et le gros souci qu'on a en termes d'accélération de la transition aujourd'hui, il est là. C'est qu'en fait, tout le monde se réveille, les collectivités, les entreprises, même les ménages, en se disant « Ah oui, il y a un sujet sur le prix de l'énergie », sauf que les gens commencent à avoir cette prise de conscience au moment où ils n'ont plus les moyens d'investir. Les aides à la rénovation énergétique ont été mises en place avec une approche d'équité. Aujourd'hui, MaPrimeRénov' touche avant tout les ménages modestes et très modestes, qui représentent aujourd'hui 70% des bénéficiaires, donc c'est quand même intéressant. Mais ce qui a créé un autre goulot d'étranglement, parce que, en fait, ce sont les ménages aisés qui sont les plus à même de massifier le marché. Parce qu'ils ont les capacités d'investissement, parce qu'ils sont les propriétaires. Et donc nous, on essaye aujourd'hui de juste poser la question, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, quelque part, mettre en place une logique d'équité pour ce qui est de l'aide sociale à court terme. Il faut qu'on arrive à vraiment faire de la rénovation performante une nouvelle norme sociale. Ça veut dire calibrer les dispositifs pour qu'ils soutiennent davantage la rénovation performante que les gestes uniques, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. On est dans un système plutôt contraire. Et montrer à l'ensemble des acteurs que c'est vers ça qu'on va aller sur les 5 à 10 prochaines années. On est aujourd'hui, ce matin, réunis autour d'un objectif commun qui est celui d'arriver à concilier à la fois des enjeux de proposer une offre diversifiée et accessible pour des ménages en situation de précarité et de concilier cet enjeu-là avec celui de qualité, et notamment environnementale de ces logements. Donc on a cet objectif commun, pour autant un cadre d'intervention qui est relativement complexe à appréhender, avec des réponses habitat de la part des acteurs du logement d'insertion diversifiés. On vous a fait un petit focus sur le DPE en logement d'insertion. On voit l'enjeu de disposer des DPE, ne serait-ce que pour connaître l'étiquette énergétique et donc savoir si à terme, lorsque la décence énergétique sera entrée en vigueur, si les logements respectent cette décence énergétique, qui est donc l'une des modifications majeures dans les textes de ces dernières années, puisqu'effectivement, à partir de 2023, le critère de décence énergétique s'imposera à tout le monde. Si on doit rénover l'ensemble de ces logements, ce qui est l'objectif, en 12 ans, cela implique de rénover environ 300 000 logements par an. Cette thématique en fait, de la précarité énergétique s'articule et croise très fortement celle de la lutte contre l'habitat indigne. La grande innovation de cette année, c'est la mise en place des tout premiers outils coercitifs avec le gel des loyers, puis ensuite l'interdiction des passoires. Il y a un vrai sujet de comment on réussit à développer les aides pour les bailleurs. Les personnes logées en résidence sociale sont relativement protégées de la précarité énergétique par le système de la redevance. Cette protection qui est apportée aux personnes, en fait, elle rejaillit sur le gestionnaire qui, lui, supporte l'intégralité des hausses d'énergie, de fluide en général. On peut même parler de remise en cause de la pérennité d'un certain nombre de structures. L'idée est de faire, et c'est déjà pas tout à fait simple, de faire bénéficier les gestionnaires des boucliers tarifaires gaz et électricité, parce qu'aujourd'hui, ils n'en bénéficient pas en tant que gestionnaires. On a commencé sur notre foncière avec un parc qu'on connaissait quand même très bien. On l'a dit, les travaux efficaces, ils sont à l'échelle de la copropriété.
en tout cas à l'échelle de l'enveloppe d'un bâtiment. Le fait d'avoir projeté des enveloppes budgétaires, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. En disant, voilà, sur les 500 lots, j'en ai une centaine qui sont en passoire énergétique. Sur ces 100 lots, j'en ai en effet 30 que je peux traiter facilement, peut-être 30 qui sont plus complexes, et 30 sur lesquels je m'interrogerai et 10 sur lesquels j'ai pas encore positionné mes choix. Mais voilà, pour vous donner un peu notre stratégie. On a beaucoup cherché à travailler sur la question de comment est-ce qu'on embarque les résidents avec nous dans cette problématique des économies d'énergie. 10% de nos résidents qui ont un convecteur électrique supplémentaire dans leur logement. Et quand on va chez les résidents au moment où ils sont absents, sur ceux qui sont absents, on en a 20% qui ont laissé soit la lumière, soit la télé allumée. Globalement, notre conviction, c'est qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre à nos résidents que, effectivement, cet impératif d'économie d'énergie aujourd'hui, il s'impose, et il s'impose à tout le monde. C'est plutôt dans l'accompagnement et dans la collaboration qu'on arrivera à trouver les réponses à ces questions d'économie. Notre volonté, c'est là de pouvoir afficher tout cet hiver des repères de consommation, résidence par résidence. Ce type d'action devra être socialement juste. On sait très bien tous autour de cette table que la plupart des ménages en situation de précarité subissent la sobriété au quotidien. Donc il faudra que ces actions soient égalitaires, comme l'a dit Andreas tout à l'heure. Et deuxième chose, il va falloir qu'elles soient accompagnées de mesures structurelles pour transformer le parc de logement pour atteindre les objectifs de neutralité carbone. Évidemment, les enjeux de la rénovation énergétique des logements d'insertion sont gigantesques. En termes de volume, on a vu qu'on parle ici de plusieurs millions de passoires énergétiques. Bon, si on regarde les aides mises en place pour contenir la hausse des prix de l'énergie, bon, elles sont réelles, elles sont même exceptionnelles. On a vu qu'elles pèsent d'ailleurs sur le budget public, hein, le chèque énergie, le bouclier tarifaire, le plafonnement de l'IRL, la revalorisation des plafonds de l'aide au logement. On a évoqué 45 milliards d'euros dans le budget 2023. On a aujourd'hui des résultats qui sont modestes, trop modestes au regard des enjeux. On est effectivement très heureux de dire qu'aujourd'hui on a envie de rejoindre formellement les ALI. Ça fait quand même déjà quelques années qu'on était proches, qu'on travaillait, qu'on avait fait un ami addiction, qu'on avait fait des plaidoyers sur les questions de logement. Il y a une question d'alliance, d'intérêt logique et naturel. Et puis nous sommes des acteurs du logement d'insertion. On pense tous que le logement est le socle de l'insertion pour toutes les populations et plus particulièrement pour les plus modestes. Il y a 3 critères pour le sens du travail. Il y a la question de la cohérence éthique. Je commence par celui-là parce que c'est sans doute le plus flagrant dans lequel on est en crise. La cohérence éthique, c'est la capacité d'un professionnel à mettre en cohérence ce qu'on lui demande de faire en lien avec les valeurs morales et professionnelles de son métier. Le deuxième aspect dans la question du sens du travail, c'est celui de l'utilité sociale. Est-ce que je sens que je contribue à quelque chose de plus grand ou est-ce que j'ai l'impression d'atteindre un plafond? L'utilité qu'on me renvoie, est-ce que c'est bien celle sur laquelle j'ai envie d'être reconnu? Mais il y a tout un panel d'indicateurs liés à l'accompagnement et à ce que c'est que d'accompagner qu'il faut réussir à réinventer et à réinscrire dans les politiques publiques. Le troisième aspect sur la question du sens du travail, c'est la question du développement personnel. Donc, troisième aspect, c'est est-ce que nos professionnels ont un pouvoir d'agir sur leur travail, sur la façon qu'ils ont de penser leur action. Je me demande quel est le lien entre la baisse des vocations pour les métiers dits altruistes et la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et je me demande dans quelle mesure elle n'influence pas justement la baisse des candidatures. Puis effectivement, ce que vous dites, la société aujourd'hui n'engage pas forcément. Hein. Avant, on était militants, on était engagés, on était vraiment très altruistes aussi. Alors, ça ne veut pas dire que les jeunes aujourd'hui ne le sont pas. Mais je dirais que dans nos formations, on a peut-être à peu près 30% du profil des jeunes qui sont encore dans cette démarche-là. J'ai pas l'impression forcément que directement le métier de l'accompagnement soit stigmatisé. Par contre, le public l'est énormément. Oui. L'attractivité du métier fait bien partie des questions posées. Et nous sommes ici persuadés qu'on ne peut pas aborder la question du logement d'abord et des politiques publiques sans aborder la question de qui le fait, de qui les met en œuvre, et donc la question de l'attractivité des métiers. Ça nous repose à tous la question, la manière dont on va gérer les questions d'énergie. Il y a une question de réhabilitation. Les acteurs du logement adapté sont ceux qui ont réagi de façon assez rapide. Mais maintenant, il faut construire la durée, quoi. Le second plan quinquennal, c'est la mise en œuvre opérationnelle de l'avancée du principe dans la lutte contre le sans-abrisme. La question de l'accompagnement social, y compris dans le logement,
elle va se poursuivre. En tous les cas, les résidences sociales, ça va être un axe fort du second plan quinquennal. Et puis, on va avoir une vision plus globale, avec un objectif de sortir le second plan quinquennal en janvier, février, moi j'espère en janvier. Et donc voilà, c'est un peu ces trois questions, captation du parc privé, construction de nouvelles structures et réhabilitation de notre parc. S'il y a une difficulté structurelle qui a été introduite par Loc'h Avantage, il faudra trouver les adaptations. Mais il y a aussi un sujet qui est de longue date, qui est la désindexation de nos produits par rapport à nos charges. Cette question du modèle économique, avec le retour à un indice composite de revalorisation des redevances, avec un mécanisme de protection de la solvabilité, bien sûr, des personnes logées, est à l'ordre du jour. Au-delà de ça, effectivement, il y a la rénovation énergétique, il y a la seconde vie des bâtiments. Il faut qu'on soit plus précis sur la façon dont on accompagne tel type de public, comment fonctionnent les résidences sociales. Est-ce que voilà, il y a des modèles généralistes, il va y avoir des modèles ciblés, il y en a déjà. Bon, c'est certainement le moment de repenser le modèle et avec ça, de repenser le modèle économique. On constate que l'accompagnement reste quand même aujourd'hui extrêmement segmenté et lié à des politiques. Est-ce qu'on va arriver à concilier finalement l'attractivité des métiers du social dont on a amplement parlé en début d'après-midi, et une composante de cette attractivité, c'est quand même la rémunération, et puis l'équilibre financier de nos associations. Il faut qu'on remette dans le cœur du débat public le fait que c'est utile, intéressant et même digne de s'occuper des personnes qui sont en situation de précarité sur un territoire. Au départ, c'était ça, le Ségur sur le social. Je pense que maintenant, il faut qu'il y ait un relais par les acteurs du travail social. Globalement, c'est quand même 1 sur 5 qui vit dans nos résidences avec moins de 390 € par mois. Il y en a 2 sur 5 qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, donc une part non négligeable des jeunes que l'on accueille sont clairement en situation de vulnérabilité. Aujourd'hui, votre intervention me donne l'occasion de pousser ces deux éléments, à la fois un renforcement sur les questions de prise en compte des jeunes précaires et les questions d'emploi qui vont être de plus en plus intégrées à l'ensemble de nos systèmes.